Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir à tous, c'est excellent de vous retrouver les copains, comme chaque dimanche à 19h sur Sud Radio. Nous partons ensemble à la rencontre de ceux qui font le pari parfois risqué de l'excellence. Une excellence qui se définit par l'implication et la persévérance dans le chemin choisi. Bienvenue dans l'émission qui crée le lien. Ce soir, vous allez pouvoir vous délecter comme moi de culture et de terroir. Une recette gagnante est presque une évidence. À mes côtés pour vous, un comédien au flegme nationalement reconnu, un gourmand et un professeur sympa, un peu acide, dont la simplicité en fait l'un des acteurs les plus appréciés des Français. Et oui, vous l'avez reconnu, chers auditeurs, j'ai nommé François Berléand, qui nous fait le plaisir de sa visite dans les studios de Sud Radio. Il sera rejoint en seconde partie d'émission par un chef chez qui il fait bon vivre, un grand spécialiste du pâté en croûte, dont les plats en sauce nous font penser à l'excellente cuisine de nos grands-mères. Un vrai régal au goût d'enfance et de terroir, et il s'agit de Pierre Nègreverne, à la tête de l'Auberge des Pyrénées dans le 11e arrondissement de Paris. En bulle, art et manière, on va rester dans le thème, et vous allez découvrir Eau Fermier à travers son fondateur Damien Baudard, un spécialiste de la distribution de produits fermiers en circuit court, qui les propose à des Parisiens en manque de nature et parfois de qualité. Une émission pour les gourmands ce soir, on va se nourrir ensemble, l'esprit et l'âme. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir François Berléand. Bonsoir. Faut parler devant le micro. Je suis devant le micro, mais c'est lui qui est pas. Voilà. Là, vous m'entendez mieux là? Oui, on vous entend très bien. Oui, je suis pas un professionnel. Ah bon? Je ne suis pas un professionnel de la radio. En tout cas, vous avez une voix qui porte. Ah oui. Ça, oui. François Berléand, avant d'en venir à votre chemin original et plein d'humour, je voulais tout de même revenir un peu à l'actualité et la crise Covid que nous traversons et qui vous a touché de plein fouet. On en parlait juste avant de commencer cette émission et ça vous a touché littéralement cette crise puisque vous avez été contaminé en famille. Voilà, en famille. Nous étions chez des amis dans le Lot, superbe région de France, où il fait très très bon vivre. Et lors de ce premier confinement, nous avons tous attrapé la Covid. D'accord. Mais alors sans le savoir, parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de test, il n'y avait rien, il n'y avait pas de masque. Moi, j'avais un masque, ça faisait 3 ans que je l'avais dans la voiture. Mais c'est vrai, en plus, un masque, le masque chirurgical, la bleue. Ouais. Et donc, je lavais un peu à l'eau, je mettais un peu du détergent, de l'eau de javel, puis je le faisais pendre sur un arbre, enfin, je le faisais sécher sur un arbre, puis il y a eu du soleil à ce moment-là. Et puis, je le remettais pour aller faire des courses, puisque c'était ma mission. Et en fin de compte, j'ai attrapé la Covid sans le savoir, parce que j'étais asymptomatique totalement, ce qui n'était pas le cas de mes hôtes ni de ma femme. Bon, les enfants ont été un petit peu malades, mais avec un peu de fièvre comme ça. Mais moi, j'ai eu un peu mal à la tête. Mais comme je picolais pas mal, voilà, j'avais découvert le spritz. Alors, ça a été une découverte assez particulière, parce que je ne connaissais pas. Et en fin de compte, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'en prenais 2 ou 3 avant le dîner. Oui. Voilà. Ah oui. Et donc vous aviez mal à la tête à cause de la Covid, voilà, c'est donc sûr. Le lendemain matin, je ne sais pas si c'était la Covid ou le spritz ou le vin. D'accord. Mais en tout cas, ça a été, c'était pas non plus très sévère, mais c'était. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que personne n'a développé une forme sévère du coup chez vous. Voilà, absolument, tout à fait. Alors vous vous posez tous la question comme moi, c'est certain. François Berléand, il y a peu de temps, ça a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Vous avez dit, je vous cite, les anti-vaccins sont des crétins. Pourquoi est-ce que ça vous met tellement en colère les gens qui refusent de se faire vacciner? Non, alors j'avais ajouté ceux qui le professent à la télévision. Oui. Voilà, et notamment les médecins. Voilà, les médecins qui étaient contre la vaccination, là, je trouvais ça criminel. C'est pour ça que je disais que c'était des crétins. D'accord. Et puis, voilà, je me suis énervé. Enfin, je me suis pas énervé. C'était assez rigolo comme émission, donc j'avais pas non plus. On pourrait être d'accord avec vous aussi. Voilà. Et c'était, mais vraiment. Par rapport aux médecins, et en tout cas ceux qui font profession de lettres, et surtout ceux qui passent à la télévision et qui disaient non, c'est pas bon de ne pas se faire vacciner. Au pays de Pasteur, je trouvais ça un peu ridicule. Et puis on voit bien dans les pays où il y a eu une grosse vaccination comme Israël, la vie a repris. La vie a repris. Donc on peut aller dans des restaurants, on peut aller au cinéma, on peut aller dans les théâtres, on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Donc ça quand même... Ça fait réfléchir. Ouais, non, un petit peu quand même. J'ai l'impression que ça a du bon, en tout cas. En tout cas, pour moi, c'était évident. Alors, moi, j'ai dit ça au tout début. Après, bon, il se trouve que comme il n'y en a pas de vaccin, donc...
Moi, j'allais me faire vacciner mercredi dernier avec l'Astra. Oui, ça a repris là. Maintenant, oui, ça a repris, droit à nouveau. Il y en a pas. Du coup, rupture de stock. Faut qu'on me rappelle. Merci. Donc, on a perdu 3 jours pour rien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, François Berléand, on va continuer un petit peu sur l'actu et on va parler de la 46e cérémonie des Césars qui s'est tenue le 12 mars dernier, avec, je le rappelle pour nos auditeurs, la mise à nu littérale de Corinne Maziero, qui avait d'ailleurs une faute d'orthographe dans son dos, puisqu'elle a écrit Jean Randoulard sans S, le rang. Pensez-vous que cette cérémonie a été utile au cinéma français, François Berléand ? Alors, je vais vous faire un aveu. J'ai vu la cérémonie des Césars de l'année dernière, et après j'ai décidé de ne plus la regarder. Vous avez décédé, non décidé. C'est un beau lapsus. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez décédé. Oui, j'ai décédé. Non, j'ai décédé. Alors j'ai décédé aussi. Non, j'ai décidé de ne plus la regarder parce que j'avais trouvé déjà ridicule l'année dernière. Et c'est une fête, les Césars. C'est pas un règlement de compte au Quai Choral. Donc voilà, c'est pas un rendez-vous politique. Ça nuit au cinéma français, vous pensez, ce qui se passe en ce moment ? Mais, de toute façon, le cinéma français en ce moment est mort. Oui. Donc ça nuit, ce sera oublié parce que on est un peu dans quelque chose de poubelle. Vous savez, on regarde la télé, puis bon, je sais pas s'il y a énormément de non, ça a pas été très téléspectateurs. vu, je crois. Donc voilà, la cérémonie de l'année dernière avait fait déjà son effet. Et donc, je pense que on est simplement montré du doigt comme des gens un peu grossiers, des gens un peu irréfléchis. Et puis, surtout, on n'est pas les plus à plaindre. Oui. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement a quand même pas mal aidé. Oui. Le chômage est reporté à l'année prochaine, enfin, en tout cas jusqu'au mois d'août, et puis après, ce sera évident, ce sera poursuivi jusqu'à l'année prochaine. Donc, voilà, c'est plus, je pense, les directeurs de salle, les patrons, ceux qui vraiment perdent énormément d'argent, qui sont à plaindre. Mais voilà, les comédiens, franchement... Oui. Et je ne travaille plus depuis très longtemps. Et malgré ça, vous avez une actu, non ? Vous passez dans une série sur TF1, c'est ça ? Qui passe le lundi soir, non ? Non, j'ai passé. Vous êtes je suis passé, pardon. D'accord, je suis passé, pardon. Oui. Je suis passé à la télé. C'était Sam, la saison 5, c'est ça ? Sam, je crois, non ? Oui, c'est ça. Oui, ça. Mais c'était il y a longtemps, ça. D'accord. Alors après, maintenant, c'est peut-être repassé, là, ça a été replay, rediffusé, je pense. Oui, voilà, peut-être, je sais pas. D'accord. Mais je pense et vous tournez plus du tout, vous ? C'est-à-dire que normalement j'étais au théâtre, je devais faire une tournée de théâtre. Oui, vous êtes un théâtre. La tournée était annulée, enfin pas annulée, parce qu'on a joué quand même malgré tout 2 fois, dont samedi dernier à Monaco. Donc voilà, parce qu'à Monaco les théâtres sont ouverts. Et du coup ça a été assez particulier de jouer là-bas. Donc j'ai joué 2 fois, une fois à Antibes, mais pour une captation pour les abonnés du théâtre d'Antibes, et puis à Monaco. D'accord. Et un mois après. Ça vous a fait du bien de retrouver le public ? Ça fait du bien de retrouver le public. Mais bon, après, 2 fois en 3 mois, moi, j'ai eu la chance de faire une captation pour France 2 le 28 décembre d'une heure de tranquillité. Oui. Mais c'était une captation particulière. C'est Florian Zeller, c'est ça ? Comment ? C'était une pièce de Florian Zeller. Voilà, absolument. Oui. Mais il y avait 30, 40 spectateurs dans la salle qui étaient des gens du théâtre et des amis très très proches, avec une bonne distanciation sociale. Plus qu'une distanciation, c'était une personne par rang. Donc c'était voilà, donc évidemment on n'avait pas de retour, donc c'était par exemple de jouer une pièce drôle sans retour du spectateur. Donc c'était un peu difficile, mais voilà, on a eu le plaisir d'être sur scène tous ensemble et ça a été un moment formidable, mais particulier. Alors après, moi, on va pas tomber à bras raccourcis sur les gens qui nous gouvernent. C'est tellement difficile ce qui se passe en ce moment. Ils font comme ils peuvent, a priori. Oui, c'est dans le monde entier. Donc voilà, on va pas. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à dire ce que je pense et à gueuler. Donc voilà, à un moment donné, j'ai simplement dit que c'était particulier de la part d'un ministre, qui est M. Véran, de traiter les gens de non essentiel. Oui. Mais je parle pas des artistes, c'est pas ou de cinéma. Non, mais c'est un terme très mal choisi. C'est un terme très mal choisi parce que pour les restaurateurs, pour toutes les professions qui sont impactées par cette maladie, certes, nous ne sommes peut-être pas essentiels, mais qui est essentiel ?
Personne n'est Comment essentiel. est-ce qu'on décide ça, surtout Personne n'est essentiel. Est-ce qu'une radio est essentielle? Non, c'est pas essentiel. Non. Est-ce qu'un ministre est essentiel? Non. Est-ce qu'un gouvernement est essentiel? Non plus. Il y a eu un... Personne n'est irremplaçable. Voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on peut aussi vivre sans politique. Sans définir les choses. C'était formidable. En Belgique, pendant un an, ils n'ont pas eu enfin peut-être pas un an, mais 9 mois en tout cas, ils n'ont pas eu de gouvernement. Et ça a fonctionné ça fonctionnait quand même, parce que les institutions marchent. Donc voilà, personne n'est essentiel et tout le monde l'est. C'est beau ça, merci François Berléand. C'est excellent sur Sud Radio avec le comédien iconique et engagé François Berléand, et dans peu de temps avec un des chefs adorés des producteurs du terroir français, Pierre Nagrevergne. On revient, rester là. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous êtes bien en train d'écouter votre émission du dimanche 19h. C'est excellent. En compagnie du comédien au flegme très français François Berléand, qui ne va pas tarder à être rejoint par le chef à la cuisine bien française, elle aussi, Pierre Nagrevergne. Juste avant ça, on ira à la rencontre de Damien Baudard, le fondateur d'Eau Fermier, le grand magasin distributeur uniquement de produits de la ferme et en circuit court. Tout un programme, mais avant tout ça, on continue avec François Berléand et on se fait plaisir. C'est parti. Tout a commencé en 1974 par une trahison. C'est la trahison de Jacques Chirac qui a permis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, ce n'est plus un gaulliste qui est à l'Élysée. SOS stop, SOS stop. Dérivons Est-Ouest stop. Océan Indien stop. Suite naufrage Neptune stop. SOS stop, SOS stop. Vous plaisantez. Non. Mais si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? On n'a pas choisi d'être ici. Mais moi non plus. Je n'ai jamais eu la vocation de devenir éducateur. Et ne me dites pas que vous rêviez de vous enterrer ici dans le trou du cul du monde. Vous aviez d'autres ambitions? Bah moi aussi. C'est pas une raison pour leur faire payer votre échec. Si vous croyez que ça m'amuse de jouer les gardes-chiourmes, faut bien que quelqu'un le fasse. Mais allez-y vous. Prenez votre bâton de pèlerin, montez à Paris. Hein? Allez voir les ministres. Toc toc toc. Bonjour, je suis Mathieu. Il faut de vrais éducateurs, pas des tocards. Engagez-vous, luttez, puisque vous avez la foi. Mathieu, Saint Mathieu. Typique. C'est russe. Il cultive le tragique. Déjà à l'école, quand j'étais petit, je lisais Dostoïevski et je me disais, est-ce que ça leur arrive de s'amuser? Page après page, ce n'était que drame, misère et souffrance. Ah, vous n'en reviendriez pas, Franck. Inspecteur, on peut remettre le cours de littérature à une autre fois. Je clignote. Ça vous laisse pas, toi, on dirait oui. François Berléand. Oui, pardon. Mais non, parce que la dernière, je savais pas ce que c'était. C'est le transporteur, enfin. Mais oui, mais moi, j'ai tourné en anglais. Bah oui, mais on est obligé de mettre la version Oui, VF sur Sud Radio. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai tourné en anglais. Cher ami, Oui. vous avez doublé votre voix aussi. Oui, mais du coup, vous avez pas. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de Jason Statham, avec qui vous avez tourné, la question que tous les auditeurs se posent évidemment, comment ça se passe un tournage avec Jason Statham à Hollywood? Alors, malheureusement, je n'ai pas tourné à Hollywood. Ah. J'ai tourné d'abord à Marseille, le premier. Le deuxième, on l'a tourné à Miami. Oui. On prononce Miami. Miami. Non, Miami. Pardon, je rigole. Miami. Et j'ai appris ça, c'est ridicule, parce que quand je disais Miami, personne ne comprenait. Et puis la troisième fois, c'était en France, aussi, à Marseille, d'ailleurs, aussi, les deux fois. Et non, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jason Statham est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Oui. Quand on sait que... c'est un grand combattant. Hein. Oui, c'est clairement quelqu'un de physique, plongeur de combat. Ouais. Donc, faut pas trop rigoler, quoi. Faut pas le faire chier. Mais moi, je l'ai connu. C'était au tout début de sa carrière. Le premier transporteur, il n'était pas connu. Mais il avait quand même, malgré tout, un garde du corps, non pas pour le garder, mais pour ne pas qu'il tue, lui, quelqu'un. Parce que, en fin de compte, c'était parce que c'est un sanguin. dangereux qu'une mitraillette. Il n'a pas le droit de se battre, quoi. Il n'a pas le droit de se battre parce que c'est une arme. D'accord. C'est une arme de dissuasion. Et un mec très sympathique. Oui, mais il est très sympathique. Bon. C'est très drôle d'avoir un garde du corps pour s'empêcher de se battre. S'il veut me casser la gueule, il me casse la gueule en 5 minutes. Quoi. Il me tue. Moi, je peux rien faire. Donc c'était assez drôle. Alors, il y a aussi, dans les extraits qu'on vient d'entendre, il y avait Crime d'État, donc, qui est un téléfilm qui est sorti en 2013 sur France 3 de Pierre Acnin. Bataille, donc avec Pierre Arditi, une pièce de Roland Topor et de Jean-Michel
Michel Ribes, qui a été mis en scène par ce dernier au Théâtre du Rond-Point en 2008, qui a absolument hurlé de rire. Ah oui, c'était drôle. Et puis, il y a Les choristes aussi, de Christophe Baratier, évidemment, en 2004, avec Gérard Jugnot, qui est un énorme blockbuster. Alors, les genres que vous pratiquez sont tous différents, puisqu'il y a dans tout ça de la télévision, du cinéma, du théâtre. Mais il y a un lien manifeste, c'est vous, clairement. Proche du pain sans rire, toujours. Un peu laconique, une sacrée répartie, une certaine acidité dans le jeu. Est-ce que vous êtes comme ça dans la vie, François Berléand ? Ah non. Non ? Non, moi, c'est mon problème, c'est que malheureusement, je suis quelqu'un de très gentil. Mais, voilà, mon problème, c'est que je dis ce que je pense. C'est-à-dire que c'est assez bizarre. Je suis quelqu'un... j'adore rire, j'adore faire rire, donc je vais pas être... J'aime bien être méchant de temps en temps, mais dans l'humour, là, un peu d'humour noir, mais un peu d'humour anglais aussi, un peu d'humour juif, un peu tous les humours, quoi. J'ai un peu tout. J'ai été élevé comme ça. Mais par contre, je râle, parce que je suis français, profondément français. Un irréductible gaulois. Et parisien, en plus. Donc, quand on est français, déjà, c'est bien, mais on parle parisien. Voilà. Donc, si vous êtes dans une voiture, je suis atteint du syndrome de la Tourette, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Donc, je pense que ça arrive à pas mal de monde, a donc, priori. j'ai énormément de grossièreté. Et donc, voilà, dès que... Voilà. Mais donc, c'est dramatique. Et par moments, quand je suis... dans une émission de radio, télévision, on me considère comme un bon client parce que attends, on ne sait pas pourquoi, bing, je bazarde je ne sais pas pourquoi je balance le truc qu'il ne faut pas faire et qui tout à coup énerve un maximum de gens, ce que je peux comprendre d'ailleurs, mais qui m'ont, eux, énervé. Donc, en fin de compte... c'est une suite normale, quoi. Il me semble. Voilà. Alors, vous êtes un blagueur aussi, parce que ça vous est déjà arrivé, j'ai appris ça en faisant mes petites recherches sur vous, d'appeler un des théâtres où vous aviez une représentation le soir même pour faire une fausse alerte incendie. Voilà, c'est ça. C'était pour retarder la représentation, c'est ça ? Non, c'était pour l'annuler, carrément. C'était pour l'annuler, parce que j'avais tellement peur. C'est douloureux de monter sur scène pour vous, François Berléand ? Oui, j'ai un trac épouvantable, et donc j'avais... Vous savez ce que disait Sarah Bernard, Non, qu'est-ce qu'elle disait ? Vous ne connaissez pas l'histoire, un élève qui vient la voir et qui lui disait j'ai pas le trac, ça viendra avec le talent. Ça viendra avec le talent, oui. Oui, enfin non, parce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins le trac. Moi, il se trouve que talent, quand même. Voilà, qu'il y a du talent. C'est pas, je suis pas tout à fait sûr de ça. Mais c'est vrai que, par exemple, au théâtre, j'ai vraiment le trac. Je n'ai absolument pas au cinéma, je n'ai absolument pas à la télévision. D'accord. C'est le rapport au public, en fait. Mais c'est un rapport au public. Je peux avoir le trac, par exemple, si je fais le journal de 20h, voilà, je suis invité il y a de l'enjeu quand même. Voilà, il y a de l'enjeu. Si je suis là, c'est parce que il y a une pièce à défendre, ou un film, et on m'a invité, donc ça veut dire que j'ai un rôle important, ça veut dire que... Voilà. Et donc là, il y a quand même de la pression. Ouais. Donc là, j'ai le trac. Puis en général, c'est en fin de journal, et donc on reste dans une petite loge à faire « Non mais tout va bien. » Puis, voilà. Et comment vous faites pour surmonter ça, alors ? Je bois. Non. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je suis totalement à jeun. Je peux même pas boire une goutte d'alcool avant de jouer. C'est absolument, pour moi, c'est impossible. Alors, c'est quoi vos exercices avant de monter sur scène ? Aucun. Alors, si je vous dis la vérité, à vrai dire, Vous vous lancez comme ça ? J'arrive à 3h d'après-midi au théâtre et je vais aux toilettes. D'accord. Voilà, et je reste aux toilettes pendant 3-4 heures. C'est ma loge. Vous êtes assis dans les toilettes pendant 3-4 heures. À tel point qu'à Édouard VII, au théâtre Édouard VII, ils avaient mis mon nom aux toilettes. Donc, c'était une loge François Berléand. C'est pas vrai, j'adore l'idée. Voilà. Et donc, ça vous rassure d'aller aux toilettes ? Oui, non, mais je fais ce qu'il y a à faire aussi. C'est-à-dire que je me vide totalement. Non, mais je me vide totalement aussi. D'accord. Mais de tous les... oui, donc vous êtes vraiment, vous avez le trac physiquement. Je me vide. Et après, une fois que vous êtes vidé, ça va, vous pouvez vous lancer, quoi. Et ça va beaucoup plus mal, parce que du coup, mais à partir du moment où il y a le snap, c'est fini. Ouais. D'accord. Oui. Et quand vous êtes sur scène, après, vous oubliez complètement ça. C'est formidable. Après, c'est un bonheur. Et après, c'est ça qui est extraordinaire, c'est toute cette adrénaline qu'on a pu avoir pendant... parce que c'est pas simplement le jour même, c'est la veille, l'avant-veille. Bien sûr. Donc il y a quand même... on se charge émotionnel. En émotion, puis en adrénaline. Et quand on salue, on est une espèce de chiffre molle terrifiante. C'est un soulagement aussi. Mais c'est un soulagement, mais on est... épuisé, quoi. C'est pour ça que
Je dis aux auditeurs qui nous écoutent, n'allez jamais à une seconde représentation. D'accord. Parce que la seconde, elle est toujours d'une mollesse. Absolue, parce qu'il y a eu la première. Il y a eu la première la veille et que Bien voilà. sûr. Donc voilà. C'est un conseil qu'on va suivre. Oui, c'est vraiment un conseil à suivre. Merci François Berléand. Restez avec nous. Nous, on va entrer bientôt dans la partie gourmande de cette émission, ce qui n'est pas un défaut chez vous, ni chez nous tous d'ailleurs. Merci d'écouter Sud Radio à vous. Vous allez découvrir tout de suite Au Fermier, le magasin alimentaire qui remet du sens dans nos assiettes avec son fondateur. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bonsoir et bienvenue dans cet excellent Damien Baudard. Bonsoir. Alors, vous avez fondé Au Fermier, qui est un magasin de produits fermiers qui viennent directement de la source, en circuit court et en plein Paris, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné cette bonne idée ? Les difficultés qu'avaient les producteurs à pouvoir commercialiser leurs produits en vente directe, c'était quelque chose d'assez difficile parce qu'il existe soit les marchés, des salons, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très développé. Et je travaillais depuis 8 ans pour des producteurs justement à développer cette vente directe. Et de plus en plus, on nous demandait souvent sur les salons où est-ce qu'on pouvait nous retrouver de façon pérenne sur Paris. Et du coup, petit à petit, je me suis dit qu'il était peut-être pertinent d'essayer de créer un magasin alimentaire avec une offre fermière permanente sur Paris. Et du coup, il y a 2 ans, je me suis lancé dans cette aventure et on a ouvert le 7 octobre. Ça marche plutôt bien, malgré le contexte qui n'est pas évident. Oui, mais il y a un espèce de retour à l'envie, justement, terroir et des produits à la source, etc. C'est un peu une ambiance générale en ce moment. Alors, vous travaillez avec des fermes qui sont en Île-de-France, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, pas que, mais on a 20% du référencement qui est fait en Île-de-France. D'accord. Surtout sur les produits ultra frais, parce que c'est plus facile au niveau logistique. Oui. Après, l'idée du magasin, c'était vraiment d'aider les agriculteurs en général, qu'ils soient à Strasbourg ou en Corse. L'idée, c'était vraiment de pouvoir leur apporter un soutien financier à travers une vente dans un magasin. Et alors, vous avez pas mal d'agriculteurs partenaires. Comment vous les choisissez ? Vous en êtes à combien et comment vous les choisissez ? Alors, on a 110 producteurs pour 1300 références à peu près, donc qui représentent 8 à 9 univers. D'accord. Donc, on a à peu près tout. Quels univers ? On a tout ce qui est viande, poisson, fruits et légumes, épicerie salée, épicerie sucrée, la cave, charcuterie, fromage et rayons cosmétiques. D'accord. La cave à Paris ? La cave à Paris. Mais Au Fermier, c'est dans le 17e. Non, mais oui, non, mais attendez, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous avez comme vin ? Pardon, excusez-moi, monsieur. En vin, on a tout ce qui est Bourgogne, Bordeaux, vin de Loire, d'accord, oui. Languedoc. D'accord, oui, non, c'est pas, oui, d'accord. Non, le vin, c'est moins du circuit court. Oui, c'est moins du circuit court. Non, on sait que vous aimez ça, mais. Non, c'est vrai, ce ne sont pas les vignes de Montmartre, voilà, c'est ça. Non, il faut un vin. Qui ne peut pas le vin le meilleur du monde. Oui. Et est-ce que les chefs viennent s'apprivoiser, c'est mignon, s'approvisionner chez vous aussi, Damien Baudard? On commence à avoir des demandes, on commence à avoir des restaurateurs qui nous demandent. Alors après, c'est vrai que c'était pas un objectif au départ, de la vente directe aux consommateurs. Et là, on est en train de développer justement toute une partie pour les professionnels parce que ça permet aux restaurateurs en fait d'avoir un lieu unique où ils peuvent trouver tous les produits qui mettent plusieurs heures à collecter le matin. C'est super. Donc, ça, Pierre Nègreverne, ça vous parle? Très très bien. Vous allez aller faire un petit tour? Absolument. Et vous êtes dans le 17e, c'est ça? Oui. Oui, dans le quartier des Batignolles. C'est au 39 rue, vous allez le dire à ma place. Mistivla Rostropovitch. Merci. Rostropovitch. Oui. Non, mais c'était Mistivla que j'avais du mal à... Oui. Il n'est pas évident. Et excusez-moi, c'est bio ou pas? Alors, on a une partie de la gamme qui est bio. Après, on a 80% de la gamme qui est labellisée. D'accord. Soit en AOP, AOC, IGP, Label Rouge ou Agriculture Biologique et Déméter. Bravo, Damien Baudard, c'est très bien ce que vous faites, c'est excellent. Merci. Très bien. Alors je rappelle pour nos auditeurs qu'on peut retrouver donc tous vos produits au Fermier, au magasin qui se trouve dans le 17e, au Batignolles, au 39 rue Miroslav, whatever, Rostropovitch. Miroslav, whatever. Et pour ceux qui ne sont pas parisiens, votre site c'est www.aufermier.fr tout simplement, c'est ça? Tout à fait. Et l'accessibilité, vous pouvez y accéder avec la ligne 14, station Cardinet. D'accord, magnifique. Merci pour ces informations. Prenez soin de vous, Damien Baudard. Merci pour votre témoignage. Beaucoup. Merci. À bientôt. C'est excellent sur Sud Radio avec le comédien gourmand, et c'est presque un pléonasme chez lui, François Berléand, qui va pouvoir laisser libre cours à son amour de la bonne chair avec le chef Pierre Nègreverne. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair.
Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi. Si vous nous rejoignez, vous avez raté un peu, mais il en reste encore beaucoup et c'est excellent. Votre émission du dimanche soir, 19h, sur l'excellence française hors limites. Ici, on parle vrai avec nos créateurs français. Et ce soir, vous pouvez entendre le comédien et artiste engagé François Berléand, accompagné du chef de l'Auberge des Pyrénées, Pierre Nègrevergne. Bonsoir Pierre Nègrevergne, bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, pour vous faire découvrir à nos auditeurs, vous avez repris il y a peu de temps, 2 ans, un peu plus que 2 ans, c'est ça ? 2 ans et demi, oui. Voilà, l'Auberge des Pyrénées, qui est dans le 11e, à Paris, rue de la Folie-Méricourt. Alors, ce restaurant, c'est un peu une institution de la ville, même clairement. J'ai appris d'ailleurs que le chef Philippe Serbours, il y eut sa première étoile il y a longtemps. Ah oui, c'était la grande époque, c'était dans les années 70. C'est ça ? Jusqu'à fin 80, je crois. C'était la grande époque la grande époque où on festoyait. On avait le droit de faire la fête. Bah oui, on pouvait. On avait le droit d'aller dîner, quoi. Les voilà. apéros, le blanc, le rouge, le digestif et le cigare. Magnifique, on adore. Oui, c'est vrai, ça nous manque un peu. Oui. Et donc, c'est une institution, c'est une auberge qui existe depuis 1900. Ah oui. Et donc, qui est au 106 rue de la Folie-Méricourt, dans le 11e, derrière la place de la République. Une petite rue, calme. Ouais. Et elle est dans son jus. Ça n'a pas bougé, le décor n'a pas changé depuis plus de 50 ans, sûr. D'accord. Et quand vous êtes installé, vous avez changé quelques trucs quand même ? Rien du tout. Rien du tout. Ah non, vous avez refait la cuisine au moins ? Même pas. Si, j'ai rajouté deux, trois outils tels qu'un bon four. Exactement. Un bon four. toujours le bon four. Il faut cuire le fameux pâté en croûte. Voilà, le fameux pâté en croûte. Qu'on vient de goûter, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est une merveille. Il faut faire une bonne pâte avec une bonne farce, etc. Mais il faut un beau four. Le four est très important. Hyper important, parce qu'il y a une technique de cuisson. Et donc, voilà. Donc, j'ai installé un four et puis 2-3 bricoles, mais il y avait déjà une super, batterie. Il y avait une atmosphère aussi incroyable. Il y a une batterie de cuivre. Oui. Donc là, j'ai retrouvé l'amour de cuivre. Parce que tu cuisines plus dans le four, dans les plans de cuivre, c'est tellement cher. Et donc, il y a toute une batterie. Et donc, j'ai pris le plaisir. Et ça change le goût, vous pensez ? Carrément. Ouais. Même sur la cuisson, sur la cheville de tatin, par exemple, elle cuit dans un caclon de cuivre et elle cuit pendant 4 heures, tout doucement. Façon grand-mère, sur le côté. Donc c'est tout doux et ça se confie. Vous me donnez faim. Ça se ratatine comme il faut. On l'écrase un petit peu. Au bout de 4 heures, elle est cuite. Et puis voilà. Ce restaurant que vous avez repris, l'Auberge des Pyrénées, Pierre Nègrevergne, est dans son jus, comme vous le dites. C'est un restaurant bonne franquette aussi, ça se faisait à l'ancienne, où vous servez en période normale, bien sûr, aux grands gourmands qui viennent à votre table, une cuisine classique, digne de grand-mère, comme vous le dites sur la tatin à l'instant. On n'est pas loin de l'heure du dîner. J'aimerais bien que vous me racontiez quelques spécialités, s'il vous plaît. Les spécialités de l'auberge. Bon, bien sûr. Vos spécialités. Mes spécialités. Alors, le pâté en croûte, bien évidemment. Il est bon. Oui, moi je l'ai goûté à l'instant. Je le connais, Pierre. Ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est ça, j'ai appris ça en préparant l'émission que vous connaissiez. Il y a quelques années déjà. Oui. Et donc, le pâté en croûte, toute une cuisine traditionnelle. Donc, de la blanquette. Moi, j'ai récupéré le cassoulet, puisque le cassoulet existe depuis 1900 là-bas. C'était une des spécialités, donc qui se transmet. Ça existe depuis 1900, c'est daté le cassoulet. Non, cette auberge. À l'auberge. L'auberge existe depuis 1900 et le plat emblématique de l'auberge. C'est le cassoulet depuis l'ouverture. Voilà. D'accord. C'est toujours d'ailleurs. Donc j'ai conservé, bien évidemment. Oui. Et tu as la recette du chef. Qui est transmise. Oui. Et c'est fait avec quoi, des haricots ? Ouais, des lingots. Pas des fèves. Alors des lingots. Alors moi j'avais fait quand Pierre Nègrevergne et François Berléand. J'ai mis des tarbés. Les tarbés, c'est excellent. Et puis finalement, je me suis rendu compte que les tarbés, c'était pour moi merveilleux, mais que la clientèle n'avait pas forcément perçu le changement des haricots. Et c'est quand même 6 fois le prix, quand même. Oui. Non, alors je sais pas, parce que, en fin de compte, le vrai cassoulet, au départ, le cassoulet, c'était avec des fèves. Oui. Et puis, il y a eu, c'était à Castelnaudary. Bien sûr. Et à Castelnaudary, il y a eu un siège. Oui. Et en fin de compte, les fèves sont devenues des haricots, parce que la fève qui est fraîche devient haricot après. Et donc, c'est comme ça que... j'ai appris quelque chose. Je vais partir moins bête ce soir. soir. À Toulouse. D'accord. Au restaurant de l'Opéra. Et voilà, parce que je dis, ça, c'est la première fois que je mange du cassoulet avec des fèves. C'était au départ, le cassoulet se faisait avec des fèves. D'accord. Et en fait, les secrets du cassoulet, c'est tout ce qu'on met dedans. Oui. Donc, bien évidemment, il y a bien sûr les haricots. On peut avoir un secret ou deux ou pas alors ?
C'est dur à faire. C'est long, ça va être long. Là, il faut une émission. Et on filme en cuisine. Mais non, c'est en fait le cassoulet. Chacun a son petit secret, comme toutes les recettes, comme le gratin dauphinois. Je dis toujours, moi, le gratin dauphinois, il y a autant de recettes que de grand-mère. Et je pense que le cassoulet, c'est la même. D'accord. Après, c'est ce qu'on met dedans. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des beaux producteurs, aussi bien sur du canard, sur du cochon. Donc, le cochon, il vient du Perche. Le canard, je ne sais pas si on peut dire des noms, mais oui, vous pouvez tout à fait, bien sûr. Le canard de chez Castin. Et du coup, quand on a des beaux produits de base, forcément, avec une belle cuisson, ça donne un joli plat. C'est ça. Donc ma cuisine, c'est vraiment des plats qui sont mijotés, qui sont indémodables. Donc, Et alors, l'auberge des Pyrénées, Pierre Nagrevagne, vous l'avez repris après 15 ans passés à la terrasse Mirabeau, pas loin de chez Sud Radio, 14 ans, dans le 16e de Paris, donc. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de reprendre une ancienne au lieu de créer votre propre lieu, par exemple ? En fait, je cherchais depuis des années un vrai lieu qui ait une âme. Moi, j'ai un besoin, je pense comme c'est comme toi, tu montes sur une scène, dans un théâtre, il y a une atmosphère. Quand on rentre dans l'auberge, il se passe un truc. Après, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais on ne peut pas rester indifférent. Quand j'ai passé mes 14 années à la terrasse Mirabeau, donc juste à côté, c'était moderne, il n'y avait pas de... Et moi, ce que je recherchais, c'était un vrai lieu de vie, un vrai lieu où on sent quelque chose. Et dans cette auberge, on sent qu'il y a eu une vie, mais il s'est passé sûrement beaucoup de choses. Ouais, c'est habité, absolument. Et on le ressent, ça. Ouais. Et voilà, et tout le monde apprivoise cette auberge, l'emmène dans le sud-ouest, l'emmène dans l'est, chacun se l'approprie. Et une fois qu'on est dedans, si on voyage un peu, on est transporté à un moment, c'est plus on est à Paris, on se dit merde. Ah oui, on est à Paris. Voilà. Donc c'est assez magique, quoi. Et François Berléand, quand vous parlez de la Seine, vous avez dit, je vous cite, son odeur, sa chaleur, ses couleurs. C'est comme ça que vous avez commencé. C'est ça qui vous a attiré quand vous aviez 17 ans. Donc finalement, c'est un peu la même chose. Mais oui, on a beaucoup de points communs. Hein. on est pas essentiel. On a ce point commun. Oui, ça, c'est sûr. Non, mais quand tu parles d'ambiance, c'est important de rentrer dans une ambiance. Je pense que tu dois avoir le trac la première fois que tu fais une carte, on change la carte, tu dois avoir le trac. Et pour vous, le décor sur une scène de théâtre, est-ce que ça joue, par exemple ? C'est énorme. C'est très important. Mais c'est même essentiel, justement. Alors je parle, franchement, c'est ça qui est drôle, parce que tu François Berléand. De l'histoire d'un restaurant, donc. Mais l'histoire des théâtres, c'est ça qui est formidable, c'est quand vous arrivez dans un théâtre à l'italienne, un vieux théâtre des années 1800, 1900, enfin bon. Vous avez il y a des vibrations, des odeurs, vous savez qu'un tel a joué là, un tel. Là, par exemple, j'avais joué au théâtre Antoine. Ils ont tous joué là. Tous les grands, ils ont tous joué là, etc. Et vous dites, mais c'est quelque chose que vous transmettez aux plus jeunes. C'est un moment, mais magique. Il y a les photos, toutes les affiches sont là, de tous les spectacles qui ont été joués là-bas. C'est très émouvant, quoi, d'arriver et de pouvoir le transmettre aux jeunes acteurs qui les noms ne représentent rien, mais voilà, ils n'ont pas la Pierre Nagrevagne, pour vous, c'est pareil, vous transmettez finalement ce qu'on vous lègue aussi dans cet endroit, dans le métier. Dans le métier en général, mais le fait d'être dans cet endroit où il y a beaucoup de gens qui sont passés aussi, peut-être que ça vous donne d'autant plus de sens, peut-être, ou de, je sais pas, la magie de cette auberge, c'est qu'il y a vraiment, il y a un brouhaha, il y a un bruit. On rentre dans cette auberge, il y a toujours du bruit. En ce moment, il n'y en a plus, malheureusement. Mais normalement, il y a du bruit, ça chante, ça ripaille. Et en fait, je me suis retrouvé dans cet endroit où on est un peu transporté, téléporté dans les années 80. Donc là, retour vers le futur. Ça nous manque. Et là, on est... et tout le monde se mélange. Il n'y a pas de dress code. Donc c'est ça qui est assez magique. On se retrouve avec des étrangers en affaires, costard, cravate, à côté des personnes qui fêtent leur anniversaire. On arrive, on éteint les lumières, on chante, tout le monde chante. Et il y a une vraie ambiance. Convivialité, quoi. Et comme j'ai dit, on est en salle, je leur dis, vous êtes sur scène. Ce que tu fais, toi. C'est vraiment, je dis, vous êtes sur scène midi et soir. Donc, encore une fois, on a la pression. Avant le service, il faut qu'on soit prêt à l'heure. Et après, le service part, et voilà. Et alors, vous êtes aussi, Pierre Nagrevagne, un des champions incontestés du pâté en croûte, que j'ai goûté tout à l'heure. Il est merveilleux. Et alors, vous, François Berléand, j'ai appris que vous avez présidé le jury des Rabelais, pour désigner les meilleurs apprentis charcutiers de France. Décidément, vous avez des points communs, tous les deux. On a des points communs, parce que... mais on s'est connus parce que j'étais parrain des maîtres restaurateurs. Et Pierre fait partie de cette association. Et donc, on s'est connus, mais
on est plusieurs acteurs à bien aimer la chair. La bonne bouffe, comme on dit. Voilà, oui, Laurent Gérard, Pépé Arditi, François-Xavier de Maison. On est quand même quelques-uns à apprécier la bonne chair. C'est facile. Vous regardez de profil, puis vous voyez, dès qu'il y a un petit ventre qui dépasse, vous savez que... Alors, justement, on a reçu Charles-Élie Couture il y a 2 semaines dans cette émission, qui avait fait un vin avec vous dans vos vins sur mesure que vous faites avec vos clients en direct. Alors, lui aussi, il avait un problème avec son ventre. Il n'a pas arrêté de me dire qu'il aimait trop manger. J'ai entendu. Justement. Il a toujours été. Oui, c'est ça. Mais finalement, est-ce que c'est important d'avoir le ventre plat ? On aime bien manger quand même, c'est plus important de se faire plaisir. Oui, il faut vivre. Alors c'est ça, on va y revenir sur vos vins juste après, mais est-ce que vous pensez pas l'un et l'autre que finalement, que ce soit le plaisir dans l'assiette ou le comédien sur les planches, on transmet, c'est le même principe finalement, on transmet du plaisir, c'est ça l'objet, des émotions. On fait vivre les gens, on leur fait vivre un moment exceptionnel. Est-ce que vous pensez que c'est ça, François Berléand, en général, ce qui est important ? En tout cas, c'est sûr pour la restauration. Ça, je suis sûr de ça. Que moi, quand je vais dans un restaurant, si la cuisine est bonne, parce que si c'est mauvais, c'est un cauchemar. Comme pour le théâtre, d'ailleurs, ça peut être un cauchemar aussi quand on va voir une mauvaise pièce, un mauvais spectacle. Et donc, oui, moi, en tout cas, pour ce qui est du restaurant, je partage ça complètement. Après, et le théâtre aussi, non ? Après, oui, normalement, les gens qui viennent au théâtre... normalement, sont censés aimer ça et puis passer un bon moment. Mais après, maintenant, c'est pas avec les réseaux sociaux, c'est tellement particulier parce qu'on a quelquefois des retours tellement méchants qu'on se dit mais pourquoi ils vont tant de méchanceté ? C'est peut-être la concurrence qui fait. Mais je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça, tu vois, mais rapidement. Dans mon ancien restaurant, j'avais une fissure, un dégât des eaux, une fissure, et les clients avaient balancé sur les réseaux sociaux en disant c'est inadmissible un restaurant de ce standing avec une fissure au plafond, etc. Et là, j'ai dit, mais ils viennent manger au resto, qu'est-ce qu'ils veulent En plus, il vient des gars des eaux, donc j'y suis pas rien. Et qu'à l'auberge, tout est vieux. Donc là, au moins, on va pas m'embêter avec une fissure. Oui. Au contraire, il y en a et je vais les laisser. C'est mieux le 11e, en fait. Hein. Mais c'est la concurrence aussi, il y a beaucoup qui donnent des avis. On connaît ça dans tous les types de métiers. Absolument, je vous rassure tout de suite, je l'ai vécu aussi. Merci à tous les deux, c'est excellent sur Sud Radio et c'est le cas de le dire ce soir. Nous sommes en compagnie des excellents François Berléand et Pierre Nègrevergne. Ne bougez pas, on revient. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, il nous reste encore un peu de temps pour échanger et raconter l'excellence française à travers ceux qui en ont choisi son chemin et ce, quelle que soit sa forme. Ce soir, on parle culture, terroir et gastronomie avec le comédien gourmand François Berléand et le chef en sauce Pierre Nègrevergne. Pierre Nègrevergne, vous avez été formé dans le Dauphiné, c'est ça ? Oui. Est-ce que c'est de là que vous êtes issu ? Parce que ça, j'ai pas réussi à trouver. Comment vous êtes arrivé là-bas ? Parce que j'étais asthmatique à 100%. D'accord. Donc j'ai fait de 0 à 14 ans, pour faire simple, dans l'Est de la France, à Bar-le-Duc, à Ligny-en-Barrois exactement. Et puis au CHU de Nancy, on dit tu veux guérir, il faut partir en montagne. Et à l'époque, il y avait Font-Romeu, Briançon ou Villard-de-Lans. Et c'était plus facile d'être à Villars pour descendre à Grenoble en train. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moins de transport que maintenant. Et voilà, donc je suis parti en 80. En 1980, j'ai atterri là-bas. Et vous avez passé du temps là-bas après, hein ? Ah bah oui, je suis resté parce que j'adore. C'est une station qui est de moyenne montagne, mais qui est juste sublime. Et puis proche de Grenoble, donc il y a toutes les commodités qui vont bien. Donc voilà, donc l'apprentissage sur place, avec un maître extraordinaire, un passionné passionnant, qui m'a transmis son amour, que j'avais entre guillemets déjà, mais voilà, il m'a gonflé à bloc. Voilà. Et alors, ce goût donc pour la bonne chair et pour la bonne table, en fait, c'est quelque chose qui vous est venu ou que vous aviez déjà... C'est un inné ou c'est un acquis, finalement, Pierre Nègrevergne ? Non, j'ai toujours voulu faire ce métier. Alors, au début, c'était un coup boulanger, un coup pâtissier, un coup cuisinier. Enfin, je voulais... Quand vous étiez petit, vous vouliez déjà, quoi ? Quelque chose. Tout le temps. Sauf qu'à l'époque, les médecins me disaient, oublie ce métier, puisque à cause t'es allergique. Bah ouais, parce que j'étais allergique à tout, quoi. Donc la farine, à toutes ces... Et alors, le Dauphiné, ça vous a fait partie les allergies ? L'altitude, en fait. Oui.
Je suis arrivé, donc c'est un lycée climatique à l'époque, hein, je ne sais pas s'il y a encore maintenant, mais à l'époque c'était un lycée climatique. Et donc j'ai grandi de 17 cm en un an. Donc là, j'étais une plante qu'on arrose et là, toc, je suis parti. C'est dingue. Et là, j'ai pu faire du sport, j'ai pu retrouver une vie entre guillemets normale. Ouais. Parce qu'avant, je marchais soit sous oxygène, soit à ventoline, etc. Donc et vous aviez quel âge quand vous êtes parti là-bas alors ? 14 ans. 14 ans, c'est l'âge de l'apprentissage, quoi. Une grosse coupure, parce que là, on quitte. Donc là, on est coucouné pendant de 0 à 14 ans, et puis là, d'un seul coup, on saute dans le grand bain. Donc là, c'était une grosse fracture. Mais après, j'ai été pris en main. J'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'ai fait des rencontres. Ma vie n'est faite que de rencontres. Donc, du coup, en l'occurrence, patron d'apprentissage, Daniel Deras, m'avait pris sous son aile. Ouais. Et puis, comme je vivais avec eux, en fait. Donc, j'étais vraiment le dernier de la famille, on va dire. D'accord. Et c'est un peu ça la cuisine, non ? C'est une grande famille, quoi, en général. C'est ça. Oui, c'est. Avec passionné, on rencontre. C'est un métier de passion. Hein. Si on n'a pas la passion, on peut pas faire ce métier. C'est trop dur physiquement, mentalement. C'est beaucoup de sacrifices. Les métiers d'excellence, c'est ça en général. Hein. Enfin, souvent. Quoi qu'on fasse, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, avec votre staff à vous, vos seconds et les gens, etc., c'est la même chose ? C'est une grande famille, votre restaurant ? C'est pareil. Ouais, on est toujours ensemble, comme une troupe. Ouais. On mange ensemble, on partage les. Et on sauf que c'est une famille qui ne se sépare pas, parce que François Berléand, vous, quand vous faites une pièce, vous la jouez 6 mois, 1 an, bon, c'est une famille, et puis c'est une famille qui tout d'un coup se sépare. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet à ce moment-là ? Au début, ça fait beaucoup de mal, et puis on s'habitue. Et après, on se dit, je garde cette amitié-là avec un tel, je garde cette... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a ça au théâtre, et le cinéma sont 2 métiers qui sont totalement différents. Donc, au théâtre, il y a des amitiés qui sont beaucoup plus fortes. Au cinéma, ça dure 2 mois, 3 mois maximum. Enfin, en général, il n'y a pas le rapport au public non plus. Voilà. Et du coup, c'est plus éphémère. Le metteur en scène, le réalisateur qui fait le montage, donc il est encore à part. Donc voilà, il fait sa petite sauce et que ça peut être coupé. Alors qu'au théâtre, on est tous ensemble dans la même galère, quoi. C'est ça. C'est bien pendant plusieurs heures tous les soirs. Voilà, on est là tous les jours pendant, je pense, 3 mois, 2 mois, 3 mois, enfin les répétitions, plus voilà. Donc moi, je viens du subventionné, donc c'était des périodes de représentation qui duraient, je sais pas, 1 mois grand maximum. Après, quand tu es dans le privé, c'est vrai qu'on peut faire 6 mois, 1 an, etc. Donc mieux vaut tout de suite se mettre bien avec les partenaires, sinon ça va être... sinon c'est compliqué derrière, Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de jouer avec quelqu'un avec qui vous entendiez absolument pas ? Ah oui. Alors ça doit être très difficile de jouer... Enfin, comment ça se passe dans ce cas-là ? Non, parce que du coup, là on fait son métier. Ouais. Et il n'y a pas d'affect. Du coup, finalement, peut-être que vous jouez mieux même, peut-être parfois. Mais oui, peut-être. Peut-être. Oui. Excusez-moi, tiens, je vais mettre une petite peau de banane, là. Ça va pas une sorte de masse. Et puis, hop, on met la peau de banane. Et effectivement. Hop, ça marche. Non, enfin, vraiment, ça m'est arrivé 1 fois dans toute ma vie, donc c'est pas non plus un drame. Mais c'est vrai que maintenant, je suis arrivé à un stade où s'il y a quelqu'un que j'aime pas, je préfère me dire tout de suite. Vous le faites pas. Je le fais pas. Donc, voilà. Et vous, Pierre Negreverne, c'est un peu la même chose finalement. C'est un métier de passion chez vous aussi, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais le problème, c'est que vous pouvez pas choisir vos clients, quoi. Ah non. Non. Nous non plus. Hein. Et oui, c'est la même chose. Vous pouvez choisir les acteurs avec lesquels vous allez travailler. Enfin, cela dit, vous choisissez vos brigades, c'est la même chose. En brigade, c'est pareil. Donc finalement, il y a quand même une dépendance de comment les gens vont recevoir ce que vous leur proposez. Et ça, c'est pas toujours simple, on imagine, Pierre Negreverne. Ah bah non. Non, bien sûr. Et après, je pense quand les clients ils viennent à l'auberge, ils s'attendent à une cuisine. Ils vont pas chercher des pâquerettes et voilà, on est plus dans le rustique. Du vegan. Voilà, quand on me demande ça, je fais c'est pas la bonne maison, ouais. Un cassoulet vegan, s'il vous plaît. Ça marche pas. Voilà. Mais vous voyez, c'est marrant parce que François Berléand. Je pense qu'il y a toujours des casse-couilles. Donc il y a, je suppose, des clients qui peuvent dire non, ça ne plaît pas, sans cuisine. Il manque ci, ça, enfin, je sais pas quoi. Peut-être que ça peut arriver. Ça arrive, vous mettez un peu plus de poivre ou je sais pas quoi. Enfin, s'il n'y a pas de... Au théâtre, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez des salles, ce qu'on considère comme des bonnes salles ou des mauvaises salles, mais c'est peut-être nous aussi le problème. Mais on se dit, si tout à coup il rit pas assez quand c'est une pièce drôle, tout à coup, on va mettre un peu plus d'énergie pour choper un rire. Alors, est-ce que c'est intéressant, j'en sais rien, mais voilà, c'est le public qui décide de sur le tout. moment.
mais de tout. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais le public décide de tout. C'est un peu aliénant, parce qu'il doit y avoir des bonnes salles, pareilles voilà. Et puis des salles magnifiques où tout le monde est content, puis d'autres salles. Quelquefois, c'est de la faute du cuisinier ou de la faute du comédien, et quelquefois, c'est de la faute des clients qui sont casse-couilles. Voilà, et ce qui est drôle, c'est qu'au théâtre, quand on a une mauvaise salle, parce que on peut tourner une mauvaise salle, François Berléand, et la transformer c'est facile. C'est facile. Non, pardon, c'est pas facile. Mais on peut y arriver. Oui. Mais il faut des accidents. Quand je dis des accidents, il faut des accidents. Si tout à coup il y a un fou rire d'un acteur, la salle va se dérider, ça va rire, on ne sait pas pourquoi, mais il faut pas le faire. Il faut pas le faire exprès, parce que sinon c'est une catastrophe. Ouais. Mais ça peut arriver quand même. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on est à une mauvaise salle, souvent on se retrouve avec dans des restaurants comme ça de comédiens ouverts. Post-représentation. Quand on joue au théâtre, quand les restaurants étaient ouverts, on se retrouvait quelquefois avec des troupes qui étaient à côté, etc. Ouais. Et quand on a une mauvaise salle, et les autres ont une mauvaise salle aussi. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il ne faut pas aller au théâtre. C'est marrant, ça. Oui, c'est bizarre. Hein. Très bizarre, ouais. Mais je pense que nous c'est pareil. Hein. Oui. Quand on démarre un service, ça part en vrille, mais ça part en vrille jusqu'au bout. Avant de redresser la barre, on dit on va jamais y arriver, parce qu'il y a toujours un client qui s'est trompé, qui dit mais non je voulais pas ça, je voulais. Donc là il faut tout refaire, mais le service continue. Les autres tables elles avancent aussi, donc c'est très très. Et vous refaites toujours tout, Pierre Negreven. Quand on vous dit ça va pas, vous refaites. Oui, j'ai personne encore. Parce qu'il y a des chefs qui font pas. Hein. Non. Qui vont dire ça se mange saignant la viande et puis c'est comme ça quoi. Non. Ah non, parce que là pour le coup c'est le client. Moi le client il veut, c'est vrai ça c'est classique, les chefs qui veulent pas faire de la viande bien cuite, etc. Bon, moi je suis pas partie de ces chefs là. J'ai des amis qui mangent de la viande très cuite. Je leur fais très cuite. C'est triste. Ça vous fait mal quand vous le dites quand même. Oui, ça fait surtout sa viande. A priori, c'est de la très très bonne viande. Si je prends la viande d'Alexandre Polmar, que tu as goûté plusieurs fois. Moi, je connais sa viande à Alexandre Polmar. Il a fait cette émission. La côte de bœuf maturée de chez Alexandre Polmar, c'est dur de la faire. Si on se retrouve à avoir une pièce de bœuf Polmar comme un ancien cuite, c'est embêtant quand même. Il faut lui expliquer. Mais voilà, après le client, il faut essayer de persuader quoi. Le client est roi, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut expliquer au client que ce serait encore plus roi. On peut l'éduquer, le client. Voilà. Alors, on va changer un peu de sujet. Il nous reste peu de temps, mais je vais quand même vous poser la question que je pose maintenant à tous mes invités et qui a été posée sur Twitter par notre partenaire de cet excellent, le PDG de Century 21, Laurent Vimont, dont j'aime à entendre les réponses parce que je vais faire un petit recueil de toutes ces réponses, je pense. Que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui, François Berléand? Qu'est-ce que t'as grossi? Qu'est-ce que t'es vieux? Non, qu'est-ce que t'es vieux? C'était quelque chose. Quand j'étais petit, je me disais, j'espère que je vais bientôt être vieux. Enfin, vieux. Grand. Oui. Parce que j'en ai marre d'être toujours, non, fais pas ci, fais pas ça, tu pas de quand tu seras grand. Qu'est-ce que je vais être grand. Puis quand on est grand, c'était bien quand on était petit. Et puis plus ça va, plus on trouve que voilà, c'était vraiment mieux avant. Et enfin, avant, je parle pas par rapport à maintenant, mais c'est mieux avant quand on est enfant, quand on n'a pas tous ces soucis. Quand on a l'insouciance. Voilà. Et donc je me dis c'est. Non, je me dis, oh la vache, est-ce que t'as vécu quand même vieux? Alors maintenant, je vais avoir 69 ans, donc c'est vieux, 69. Ça va encore. Non, parce que moi, j'étais abonné au journal Tintin. Et c'était 7 à 77 ans. Ouais. Et je m'étais dit, comme tout le monde meurt à 77 ans chez moi, enfin ma grand-mère et mon père, je me dis, tiens, il y a une grande chance pour qu'à 77 ans, non seulement j'ai plus l'âge de lire Tintin, mais en plus que je ne sois plus là. Tintin, ça se lit à tous les âges. Non, mais l'adulte que écoutez, je suis content d'être ce que je suis, voilà. Bah, c'est déjà bien. Je suis content. Je changerais peut-être le fait de moins râler, mais en même temps. Mais non, je suis surtout content pas. de râler parce que ça me. Surtout pas. On a besoin de ça aussi. Pierre Negreven, est-ce que l'enfant que vous étiez est content de l'adulte que vous êtes aujourd'hui? Mais carrément. Ouais. Moi, vous êtes là où vous vouliez, hein. Moi, je suis un optimiste. Donc, vous vouliez être chef, de toute façon. Mon rêve, c'était. Donner du plaisir, en fait. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Quand j'étais enfant, je faisais un gâteau, j'attendais la réaction. On me dit, oh, c'est bon, bah voilà. Aujourd'hui, je continue, un peu plus vieux, avec les cheveux gris, mais bon, voilà, on continue à essayer de donner du plaisir et de partager. C'est ça. En fait, c'est de l'émotion. Ça fait partie de notre métier, comme le tien sur les planches.
C'est donner de l'émotion, même si c'est une émotion pas forcément toujours positive. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on fait bouger les autres, finalement, on réussit son coup, qu'on soit comédien ou chef, ou d'ailleurs animateur radio, n'est-ce pas ? Bien sûr, oui, c'est ça. Faire les choses avec persévérance, finalement. Absolument. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux merci. Pour votre partage. C'était une très jolie émission. Donc, je rappelle qu'on peut vous retrouver dans énormément de films et de choses. Vous avez une actu en particulier que vous voulez mettre en avant, François Berléand ? Non, j'ai rien. Non, vous avez rien. Je vais dire que j'ai lu un très bon livre, le livre de ma compagne, qui s'appelle Bataille, d'Alexia Strezzi. C'est un très C'est une grande écrivaine, votre compagne. On aime beaucoup aussi. Un très beau livre. Voilà. Voilà, j'en parle. Puis si vous voulez revoir François Berléand, vous tapez dans Google et il y en a des choses à voir, de toute façon. Pierre Negrevergne, l'auberge des Pyrénées-Cévennes. C'est au 106 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e. Votre site, c'est pierre-du6negrevergne.com. C'est ça. Absolument. Vous avez autre chose à dire ? Non, comme ça on peut retrouver l'auberge, vin sur mesure aussi. Magnifique. Et voilà, parce que si vous voulez faire votre vin sur mesure, c'est possible avec Pierre Negrevergne. Merci d'être passé par les studios de Sud Radio à tous les deux. Merci. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Encore de belles surprises pour vous dimanche prochain à 19h. Toute ma gratitude à Quentin Cabanis qui s'est bien régalé de pâté en croûte comme moi ce soir et qui réalise pour vous cet excellent. Merci à Méloane Rock qui fait un travail fantastique et à Laura au web. Retrouvez cet excellent en podcast et en vidéo sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de la radio Sud Radio et bien sûr les réseaux sociaux. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent.